Rossignol de Hans Christian Andersen. Je mettrai dans la barre de description d'information le lien vers la première vidéo, donc la première partie du conte. Comme ça, si vous avez envie de vous rafraîchir la mémoire, vous avez tout en barre de description. Vous pourrez regarder les deux vidéos à la suite pour avoir l'histoire dans son ensemble. Alors, c'est parti. Là-dessus, il recommença à chanter de sa voix douce et magnifique. C'est la plus adorable voix que nous connaissions, dirent les dames tout autour. Puis, se prenant pour des rossignols, elles se mirent de l'eau dans la bouche de manière à pouvoir chanter lorsqu'elles parlaient à quelqu'un. Les serviteurs et les femmes de chambre montrèrent eux aussi qu'ils étaient joyeux, et cela voulait beaucoup dire, car ils étaient les plus difficiles à réjouir. Oui, vraiment, Rossignol apportait beaucoup de bonheur. À partir de là, Rossignol dut rester à la cour dans sa propre cage, avec comme seule liberté la permission de sortir et de se promener 2 fois le jour et 1 fois la nuit. On lui assigna 12 serviteurs qui le retenaient grâce à des rubans de soie attachés à ses pattes. Il n'y avait absolument aucun plaisir à retirer de telles promenades. Un jour, l'empereur reçut une caisse sur laquelle était inscrit Rossignol. Voilà sans doute un nouveau livre sur notre fameux oiseau, dit l'empereur. Ce n'était pas un livre, mais plutôt une œuvre d'art placée dans une petite boîte. Un rossignol mécanique qui imitait le vrai, mais tout serti de diamants, de rubis et de saphirs. Aussitôt qu'on l'eut remonté, il entonna l'un des airs que le vrai rossignol chantait, agitant la queue et brillant de 1000 reflets d'or et d'argent. Autour de sa gorge était noué un petit ruban sur lequel était inscrit « Le rossignol de l'empereur du Japon est bien humble comparé à celui de l'empereur de Chine. » Tous s'exclamèrent « C'est magnifique !» Et celui qui avait apporté l'oiseau reçut aussitôt le titre de suprême porteur impérial de Rossignol. Maintenant, ils doivent chanter ensemble, comme ce serait plaisant. Et ils durent chanter en duo, mais ça n'allait pas, car tandis que le vrai rossignol chantait à sa façon, l'automate, lui, chantait des valses. Ce n'est pas de sa faute, dit le maestro. Il est particulièrement régulier et tout à fait selon mon école. Alors l'automate dut chanter seul. Il procura autant de joie que le véritable rossignol, et s'avéra plus adorable encore à regarder. Il brillait comme des bracelets et des épinglettes. Il chanta le même air 33 fois sans se fatiguer. Les gens auraient bien aimé l'entendre encore, mais l'empereur pensa que ce devait être au tour du véritable rossignol de chanter quelque chose. Mais où était-il? Personne n'avait remarqué qu'il s'était envolé par la fenêtre en direction de sa forêt verdoyante. Que se passe-t-il donc? Demanda l'empereur, et tous les courtisans grognèrent et pensèrent que Rossignol était un animal hautement ingrat. Le meilleur des oiseaux, nous l'avons encore, dirent-ils, et l'automate dut recommencer à chanter. Bien que ce fût la 34e fois qu'il jouait le même air, personne ne le savait encore par cœur, car c'était un air très difficile. Le maestro fit l'éloge de l'oiseau et assura qu'il était mieux que le vrai, non seulement grâce à sa robe et aux nombreux et magnifiques diamants dont il était serti, mais aussi grâce à son mécanisme intérieur. Voyez, mon souverain empereur des empereurs, avec le vrai rossignol. On ne sait jamais ce qui en sortira, mais avec l'automate, tout est certain. On peut l'expliquer
démonter, montrer son fonctionnement, voir comment les valses sont réglées, comment elles sont jouées et comment elles s'enchaînent. C'est tout à fait notre avis, dit tout le monde, et le maestro reçut la permission de présenter l'oiseau au peuple le dimanche suivant. Le peuple devait l'entendre, avait ordonné l'empereur, et il l'entendit. Le peuple était en liesse, comme si tous s'étaient enivrés de thé, et tous disaient « Oh !» en pointant le doigt bien haut et en faisant des signes. Mais les pauvres pêcheurs, ceux qui avaient déjà entendu le vrai rossignol, dirent « Il chante joliment, les mélodies sont ressemblantes, mais il lui manque quelque chose, nous ne savons trop quoi. » Le vrai rossignol fut banni du pays et de l'empire. L'oiseau mécanique eut sa place sur un coussin tout près du lit de l'empereur, et tous les cadeaux que ce dernier reçut, or et pierres précieuses, furent reposés tout autour. L'oiseau fut élevé au titre de suprême rossignol chanteur de la table de nuit impériale, et devint le numéro 1 à la gauche de l'empereur. L'empereur, considérant que le côté gauche, celui du cœur, était le plus distingué, et qu'un empereur avait lui aussi son cœur à gauche, le maestro rédigea une œuvre en 25 volumes sur l'oiseau mécanique. C'était très savant, long et rempli de mots chinois parmi les plus difficiles, et chacun prétendait l'avoir lu et compris, craignant de se faire prendre pour un idiot et de se faire piétiner le corps. Une année entière passa. L'empereur, la cour et tous les Chinois connaissaient par cœur chacun des petits airs chantés par l'automate. Mais ce qui leur plaisait le plus, c'est qu'ils pouvaient maintenant eux-mêmes chanter avec lui, et c'est ce qu'ils faisaient. Les gens de la rue chantaient. Six, gluc, 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 gluc. Et l'empereur aussi. Oui, c'était vraiment magnifique. Un soir, alors que l'oiseau mécanique chantait de son mieux et que l'empereur, étendu dans son lit, l'écoutait, on entendit un cric venant de l'intérieur. Quelque chose sauta. Crac! Les rouages s'emballèrent et la musique s'arrêta. L'empereur bondit immédiatement hors du lit et fit appeler son médecin. Mais que pouvait-il bien y faire? Alors on emmena l'horloger, et après beaucoup de discussions et de vérifications, il réussit à remettre l'oiseau dans un certain état de marche. Il dit cependant que l'oiseau devait être ménagé, car les chevilles étaient usées, et qu'il était impossible de les remplacer. Quelle tristesse! À partir de là, on ne put faire chanter l'automate qu'une fois l'an, ce qui était déjà trop. Mais le maestro tint un petit discours, tout plein de mots difficiles, disant que ce serait aussi bien qu'avant, et ce fut aussi bien qu'avant. 5 années passèrent et une grande tristesse s'abattit sur tout le pays. L'empereur, qui occupait une grande place dans le cœur de tous les Chinois, était maintenant malade et devait bientôt mourir. Déjà, un nouvel empereur avait été choisi et le peuple qui se tenait dehors dans la rue demandait au chancelier comment se portait son vieil empereur. Disait-il en secouant la tête. L'empereur froid et blême gisait dans son grand et magnifique lit. Toute la cour le croyait mort et chacun s'empressa d'aller accueillir le nouvel empereur. Les serviteurs sortirent pour répandre la nouvelle et les femmes de chambre se rassemblèrent autour d'une tasse de thé. Partout autour, dans toutes les salles et les couloirs, les draps furent étendus sur le sol, afin qu'on ne puisse pas entendre marcher. Ainsi, c'était très silencieux. Mais l'empereur n'était pas encore mort. Il gisait pâle et glacé dans son magnifique lit, aux grands rideaux de velours et aux passements en or massif. Tout en haut s'ouvrait une fenêtre par laquelle les rayons de lune éclairaient l'empereur et l'oiseau mécanique. Le pauvre empereur pouvait à peine respirer. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un était assis sur sa poitrine. Il ouvrit les yeux,
là, il vit que c'était la mort. Elle s'était coiffée d'une couronne d'or, tenait dans une main le sabre de l'empereur et dans l'autre sa splendide bannière. Des plis des grands rideaux de velours surgissaient toutes sortes de têtes, les unes au visage laid, d'autres aimables et doux. C'étaient les bonnes et les mauvaises actions de l'empereur qui le regardaient, maintenant que la mort était assise sur son cœur. « Te souviens-tu d'elle » dit la mort. Puis elle lui raconta tant de ses actions passées que la sueur vint à lui couler sur le front. « Cela, je ne l'ai jamais su, dit l'empereur. Musique, musique. Le gros tambour chinois, cria l'empereur, pour que je ne puisse entendre tout ce qu'elle dit. Mais la mort continua de plus belle, en faisant des signes de tête à tout ce qu'elle disait. Musique, musique, criait l'empereur. Toi, cher petit oiseau d'or, chante donc, chante. Je t'ai donné de l'or et des objets de grande valeur. J'ai suspendu ma pantoufle d'or à ton cou. Chante donc, chante. Mais l'oiseau restait muet. Il n'y avait personne pour le remonter. Alors il ne chanta pas. Et la mort continua à regarder l'empereur avec ses grandes orbites vides. Et tout était calme, terriblement calme. Alors, venant de la fenêtre, on entendit le plus merveilleux des chants. C'était le petit rossignol, plein de vie, qui était assis sur une branche. Ayant entendu parler de la détresse de l'empereur, il était venu lui apporter réconfort et espoir. Et tandis qu'il chantait, les visages fantômes s'estompèrent et disparurent. Le sang se mit à circuler plus vivement dans les membres fatigués de l'empereur, et la mort elle-même écouta. « Continue, petit rossignol, continue. Bien, me donnerais-tu le magnifique sabre d'or? Me donnerais-tu la riche bannière? Me donnerais-tu la couronne de l'empereur ?» La mort donna chacun des joyaux pour un chant, et Rossignol continua à chanter. Il chanta le tranquille cimetière où poussent les roses blanches, où les lilas embaument et où les larmes des survivants arrosent l'herbe fraîche. Alors la mort eut la nostalgie de son jardin, puis elle disparut par la fenêtre, comme une brume blanche et froide. « Merci, merci, dit l'empereur. Toi, divin petit oiseau, je te reconnais bien. Je t'ai banni de mon pays et de mon empire. Et voilà que tu chasses ces mauvais esprits de mon lit, et que tu sors la mort de mon cœur. Comment pourrais-je te récompenser ? » « Tu m'as récompensé, répondit Rossignol. J'ai fait couler des larmes dans tes yeux lorsque j'ai chanté la première fois. Cela, je ne l'oublierai jamais. Ce sont là les joyaux qui réjouissent le cœur d'un chanteur. Mais dors maintenant et reprends des forces, je vais continuer à chanter. » Il chanta et l'empereur glissa dans un doux sommeil, un sommeil calme et réparateur. Le soleil brillait déjà par la fenêtre lorsque l'empereur se réveilla, plus fort et en bonne santé. Aucun de ses serviteurs n'était encore venu, car ils croyaient tous qu'il était mort. Mais Rossignol était encore là, et il chantait. « Tu resteras toujours auprès de moi, dit l'empereur. Tu chanteras quand il te plaira, et je briserai l'automate en 1000 morceaux. » « Ne fais pas cela, dit Rossignol. Il a apporté beaucoup de bien, aussi longtemps qu'il a pu. Conserve-le comme il est. Je ne peux pas nicher ni habiter un château, mais laisse-moi venir quand j'en aurai envie. Le soir, je viendrai me poser à ta fenêtre et je chanterai devant toi pour que tu puisses te réjouir et réfléchir en même temps. Je chanterai à propos du bonheur et de la misère, du bien et du mal, de ce qui tout autour de toi te reste caché. Un petit oiseau chanteur vole loin, jusque chez le pauvre pêcheur sur le toit du paysan, chez celui qui se trouve loin de toi et de ta cour. J'aime ton cœur plus que la couronne, même si la couronne a quelque chose de sacré. Je reviendrai et changerai pour toi. Mais avant, tu dois me promettre une chose. Tout ce que
tu voudras, dit l'empereur. Il était debout dans son costume impérial qu'il venait d'enfiler et tenait sur son cœur le sabre d'or. Je te demande de ne révéler à personne que tu as un petit oiseau qui te raconte tout. Alors tout ira mieux. Puis Rossignol s'envola. Les serviteurs entrèrent pour voir leur empereur mort. Ils étaient là, debout devant lui, étonnés. Et lui leur dit simplement « Bonjour ». Voilà les amis, j'ai terminé de vous lire le conte Le Rossignol de Hans Christian Andersen. J'espère que cette histoire t'a plu et que tu l'écouteras en entier. En tout cas, moi je reviens très vite dans une prochaine vidéo sur un thème que je ne sais pas du tout lequel. Donc je te fais de très très gros bisous. Je te dis à très vite. Prends bien soin de toi et de tes proches.